Excusez. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'épisode numéro 178 de ce podcast. Cette semaine, c'est la dernière avant les grandes vacances. Nous allons parler de sujets chauds, en fait du sujet chaud au cours des dernières journées. Et pour ce faire, j'accueille avec moi Marc-André Fortin et Anna-Maria Mercado-Lopez. Bonjour. Salut Abdou. Salut Abdou. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien, de la belle température. Oui, il fait trop chaud, mais de toute façon, ce sont les vacances de la Formule 1, donc, et dans pas mal les autres catégories. Bon, je sais qu'il y a la MotoGP, mais au moins, on va pouvoir en profiter avec la bonne température et les Olympiques. Donc, mais avant de partir en vacances, il faut qu'on parle du sujet chaud des dernières journées. Je ne vous ai pas dit c'était quoi le sujet parce que je pense que c'était évident. Donc, mesdames et messieurs, nous allons parler en fait pour ou contre... non, je niaise. On va parler de Carlos Sainz qui a signé chez Williams. Donc, c'est un contrat qui va durer pour minimum 2 saisons, donc 2025-2026 et possiblement au-delà. Donc, il va former un duo avec Alex Albon à partir de la prochaine saison. Et on sait que Carlos Sainz était un pilote qui était un peu la pièce maîtresse de cette saison folle qui est partie assez tôt durant l'année. Alors, maintenant, c'est quelque chose qui est réglé avant même de partir en vacances. Donc, Carlos Sainz est scellé avec l'équipe de Grove. Donc, je voudrais avoir en un mot, Anna-Maria, Marc-André, votre réaction face à cette nouvelle. Je vais commencer avec Anna-Maria. Dans ce mot, content. Content, parfait. Marc-André? Je vais y aller avec brio. Brio? Pour Valls. Oui. D'avoir attiré Carlos Sainz. Je vais l'expliquer. Je sais pas comment tu veux y aller, là. Mais de réussir à aller chercher Carlos Sainz, je pense que ça a été un coup de chapeau pour Valls. Il a l'air d'avoir travaillé quand même très fort pour aller chercher celui qui était quand même, bon, pas si voulu que ça par les écuries de tête, mais quand même un pilote là, assez important pour dans cette guerre des pilotes. Donc, assez content pour Williams. Je pense que ça ajoute à la crédibilité du projet. Ils ont probablement peut-être là, le meilleur duo de pilotes dans la deuxième arrière-scène de la Formule 1 avec Alexander Albon et Carlos Sainz. Donc, très hâte de voir ce qui va advenir de cette collaboration entre les deux. Oui, effectivement. Et on peut déjà dire que pour 2025, Williams se dote d'un duo de pilotes assez fort quand même en Albon et Sainz. Mais là, on va aller un peu plus en détail parce que Carlos Sainz chez Williams, pour certains, c'est une surprise. Pour d'autres, c'était une question de temps. Mais il y avait quand même, et Marc-André l'a mentionné un peu en préambule, il y avait quand même des équipes qui étaient intéressées à ses services. Il y avait, lorsqu'on a appris que son contrat n'était pas renouvelé avec Ferrari parce que l'écurie italienne a signé Lewis Hamilton, les options étaient vastes. On parlait de Mercedes, on parlait possiblement d'aller chez Red Bull. Une des grosses pointures, c'était Audi.
Ensuite, il y a eu le plan Alpine. Et là, il y a Williams qui est apparu. Donc, je peux dire que moi, personnellement, je voyais Carlos Sainz, à un certain moment, je voyais Carlos Sainz aller chez Mercedes, mais ensuite, c'était chez Audi parce que ça allait être un très bon duo avec Nico Hülkenberg sur un court moyen terme. Mais là, avec Williams, à court terme, ça semble être une bonne acquisition en Amaria. Oui, oui. Selon moi, à court terme, c'était comme la meilleure option dans ce moment-là. Parce que oui, il y avait Audi que le côtoyait, ça fait longtemps. Il y avait Mercedes qui a une place de libre, mais Red Bull que possiblement, même si était avec contrat avec Checo, on parle toujours, on n'est pas convaincu que ça va rester longtemps. Mais en même temps, oui, Audi, c'est comme le projet que plus il était à l'avance, on disait, mais son père il est pilote Audi, ça vient un nouvel projet. Mais je pense que moi, depuis le début, je n'étais pas trop convaincue du projet Audi. C'est juste parce que ça devient qu'Audi, c'est sauvé maintenant. Et une équipe, ça ne change pas grandement d'une saison à une autre. Et en plus, je pense que même si Carlos a dit que ça n'a rien à voir avec sa décision, je pense que le fait qu'Audi a un peu mis dehors les deux qui étaient chargés de projet et qui appelle Mattia Binotto, je pense que c'était comme un déclencheur pour Saïd de dire, OK, maintenant, il faut que je prenne ma décision parce que sinon, il va être coincé après. Que je pense que William, en tout cas, c'est la meilleure option et ça avance très bien. C'est un bon duo de pilote avec Albon et en plus, ça me laisse voir qu'ils sont plus sérieux, qu'ils n'ont pas le choix d'avoir deux voitures l'année prochaine. Pas comme cette année qu'on avait une voiture juste pour l'Albon, parce qu'il faut le dire. L'année prochaine, ils n'ont pas le choix d'avoir deux voitures parce que Albon, il performe et Sainz, il ne va pas se contenter de juste rester en arrière. Okay, je pense qu'à court terme, c'est la meilleure option et Sainz est dans les meilleurs moments. Et ça peut l'aider dans le futur s'il va rester plus longtemps dans la Formule 1. Marc-André, est-ce que toi, tu vois un peu tu en as parlé aussi juste avant que je prenne la parole, mais est-ce que un peu plus en détail aussi, ça a l'air d'être un bon plan pour Carlos Sainz à court terme, surtout si on connaît les ambitions de Williams un peu dans le long terme? Effectivement, les ambitions de Williams sont assez audacieux, je crois. Donc, c'est certain que je pense que ça va bien avec le caractère de Carlos Sainz, qui vient avec une famille également. Tu sais, Wolff ne s'est pas caché qu'il négociait, oui, avec Carlos Sainz, mais également la famille. J'ai hâte de voir comment la collaboration va aller. Mais, tu sais, quand on regarde, là, je pense que je lisais un texte aujourd'hui sur James Valls et de ses commentaires. Je vais retrouver la source là, au cours du podcast, puis je le mentionnerai là, juste pour être certain. Mais il disait, tu sais, ce que j'aime de Carlos Sainz, c'est quand tu regardes approximativement toujours son parcours avec les écuries avec lesquelles il a été, la voiture a toujours terminé meilleure avec Carlos Sainz dans le temps que le contraire. Donc, je pense que c'est très positif pour Williams. Maintenant, pour Carlos Sainz, est-ce que c'est un désaveu quand même qu'il n'ait pas une place dans le top 3 des meilleures écuries ou même le top 4, allons-y comme ça avec Mercedes, quand même. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Je pense que c'est assez abstrait, dans le sens que probablement que Mercedes, avant même de perdre Lewis Hamilton, avait probablement déjà en tête où l'écurie voulait aller après l'épopée Lewis Hamilton. Donc, est-ce que c'est réellement un désaveu envers Carlos Sainz? Je ne pense pas. Maintenant, il se tourne vers une écurie beaucoup moins bonne dans laquelle il est présentement, et en parlant de Ferrari. Donc,
J'ai hâte de voir comment il va pouvoir construire dans cette écurie. Mais ce sera pas facile. Williams est loin d'être arrivé à destination, on le sait. Donc, comment cette écurie va réussir à s'en sortir avec Carlos Sainz et comment Carlos Sainz va réussir à s'en sortir avec Williams? Ça, c'est la question qu'on va pouvoir répondre à partir de l'an prochain. Et c'est drôle que tu parles de James Valls parce que y a un article sur le site officiel de la Formule 1, je ne sais pas si c'est celui dont tu faisais mention, mais qui parle, en fait, James Valls a parlé avec l'équipe de rédaction de la Formule 1 et avait dit que le premier contact qu'il a eu avec Carlos Sainz et sa famille, ce n'était pas au cours des dernières semaines, ou bien même des derniers mois, mais bien lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2023. Donc, on savait, parce que de toute façon, avec ou sans l'annonce de Lewis Hamilton qui quitte Mercedes pour Ferrari, le contrat de Sainz, de toute manière, allait expirer à la fin de la saison 2024. Donc, et en même temps, justement, l'annonce d'Hamilton qui quitte Mercedes pour Ferrari a pris tout le monde par surprise. Vraiment tout le monde. Alors, je crois que Williams a voulu s'activer pour dire, écoute, il a expliqué c'était quoi. Il dit qu'il a été très transparent avec Carlos Sainz, avec la famille, pour dire à quoi il devait s'attendre lorsqu'il va arriver avec l'écurie dès 2025. Et d'autant plus aussi que Williams a quand même 4 points cette saison. C'est pas la mauvaise équipe. C'est sûr que c'est loin de ce qu'on a vu l'année dernière. Mais entre, par exemple, Sauber et Alpine, c'est celle qui me semble avoir une meilleure vision. Et justement, ce dont Anna Maria faisait référence avec Audi, l'arrivée de Mattia Binotto à partir, au moment où on enregistre, c'est à partir du 1er août, donc c'est déjà officiel que Mattia Binotto entre en compte dans le projet Audi, mais Andreas Seidl et Oliver Hoffmann qui ont quitté le navire, c'est pas bon signe. Et pourtant, Audi va prendre 100% le contrôle de Sauber. Ça devient un manufacturier à temps plein. Puis c'est un manufacturier qui a la victoire dans le sang. Alors tout ça, ça vient de péter dans la face d'Audi, tout ça. Et Alpine aussi, déjà l'histoire de vouloir Carlos Sainz, mais à condition d'avoir un moteur Mercedes, parce que selon les nombreuses rumeurs concernant le moteur 2026, Mercedes serait celle qui serait la plus avancée, tout comme en 2014, donc ce qui aurait pu peser à la balance pour signer Sainz. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je pense que le jeu de patience de Sainz et de Williams aussi a fonctionné parce que sans ça, Sainz de son propre avis a pris la meilleure décision en étant patient, Anna Maria. Oui, je pense que Sainz a pris la meilleure décision parce que, comme tu l'as dit, si Audi, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore... je dis juste que je ne le vois pas marcher, on attend. Et aussi, on a appris que Nico Hülkenberg qui s'avait précipité à signer, que lui de toute façon, peut-être il n'allait pas rester chez SAS, mais lui a signé et lui était très, très, très surpris et pas de la bonne façon lui est déjà signé et celui avec qui lui a signé, il n'est plus là
Ça se retrouve que c'est Mathieu Binot qui s'en vient, il y a des changements que lui, il ne peut pas contrôler. Et je pense que sa réaction, il était pas très, très, très positive, comme tu l'as dit. Et que, je pense que Sainz, finalement, la patience y a payé parce que sinon, lui, si c'était comme tout le monde a pensé, lui aurait signé ça fait longtemps avec Audi et maintenant, il serait aussi coincé dans une voiture qu'on ne sait pas où il s'en va. Ouais. Et aussi, avant de passer la parole à Marc-André, parce qu'on s'attend à ce que Audi arrive en 2026, mais il y a quand même 2025. Et avec ce qu'on voit de Sauber cette saison, ça ne va pas très bien. L'équipe fait très peu de progrès, alors qu'on voyait Alpine littéralement qui était au Bahreïn la pire voiture, maintenant se retrouve au même niveau que Aston Martin malgré 2 courses difficiles en Grande-Bretagne et en Hongrie. Force est d'admettre qu'Alpine aussi, pour 2025, allait avoir une meilleure voiture que Williams, mais toute l'instabilité, non seulement au niveau du personnel, ils vont avoir un nouveau directeur technique d'ici le début de la saison, donc ça va être une nouvelle approche. L'incertitude concernant le moteur, si ça va être un moteur Renault ou Mercedes pour 2025. Ça aussi, ça pèse aussi dans la balance. Puis pourtant, un duo Gasly-Sainz, c'est aussi un bon duo de pilotes. Alors, Williams, en autant que la voiture est en deçà des attentes, et surtout après le setback qu'ils ont eu après toute cette histoire au Grand Prix d'Australie, semble celle qui est qui semble être la moins pire des 3 selon les options finales pour Carlos Sainz. Complètement. Je pense que tu as fait une très bonne analyse de la situation actuelle en Formule 1. C'est triste, mais je pense que tout le monde a été pris par surprise. Carlos Sainz, le premier également. Ça lui a compliqué la tâche quand même, cette annonce en début d'année du contrat de Lewis Hamilton. Après coup, il a dû se tourner. Moi aussi, si j'avais été Carlos Sainz, j'aurais regardé le portrait, puis je me serais dit, OK, Alpine, c'est impossible que je m'envoie là. Au-delà de ma difficulté à apprécier cette écurie-là, présentement, ils ne font aucune preuve que c'est agréable d'être pilote pour cette écurie. Je pense que la collaboration avec Pierre Gasly aurait très bien fonctionné, mais il y a beaucoup de pilotes qui ont passé. Ocon, Alonso, Piastri. Ça fait en sorte que ça va être de plus en plus difficile, je pense, pour Alpine d'aller chercher des pilotes d'envergure, notamment en raison de leur difficulté à les conserver ou du moins à garder là, une énergie agréable, et ça dans les bureaux et dans les garages. Après coup, est-ce que Sauber Audi aurait pu être un beau projet? Je pense que oui. D'entamer le projet Audi, je pensais que ça allait intéresser Carlos Sainz, surtout en connaissance également de la relation entre Carlos Sainz, père, et Audi. Mais à un moment donné, je pense que la meilleure option, c'était Williams. Puis, est-ce que réellement ça va faire une différence à la fin de tout ça? J'ai hâte de voir comment. Mais je pense aussi que Carlos Sainz est un bon pilote pour faire accélérer les ambitions souhaitées par Williams. Oui, parce qu'on s'entend, Williams est quand même essaye de vraiment revenir tranquillement, pas vite, au sommet. Et bon, là, on parle de long terme pour Williams, mais court terme pour Sainz, parce que il y a ça aussi. On parle de 2025 et 2026, et évidemment, il y a le au-delà. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, pour Carlos Sainz, disons, un contrat en attente de quelque chose de meilleur? Parce que sûrement, il va avoir une place dans les gros comme je dis, dans les grands clubs qui pourraient se libérer en Amaria.
Mais bien sûr que c'est comme à la place de chercher une année sabbatique ou rester sur une voiture comme, je sais pas, comme Sauber, qu'on ne sait pas où ça va, c'est mieux rester chez William, au moins là, et tant que lui est dans la voiture, il peut montrer de quoi il est capable. Y pendant qu'il est là, selon ce qu'il y avait les boss de Williams, c'est que son contrat il était très, très flexible dans le sens que lui, il devait comme accepter 12 années au moins minimum pour rester dans l'équipe, mais aussi il a laissé la option que si ça marche pas, si la voiture ne va pas comme lui il veut, il y avait le droit aussi de partir. Il y avait toute la flexibilité aussi une opportunité, comme tu l'as dit, il se libère une place à Mercedes, ils vont le chercher, ou Red Bull, on ne sait jamais. Ils l'ont laissé un peu comme pas trop attaché. Et c'est une bonne chose parce que je pense qu'un pilote, s'il veut rester dans la Formule 1, il faut qu'il soit là. Exact. Parce que c'est aussi saisir son opportunité parce que, honnêtement, quand on regarde le portrait, Mercedes aurait été un bon choix, mais on s'entend que Mercedes va prioriser Andrea Kimi Antonelli. Ça, c'est pas mal. Et maintenant que le contrat de Sainz avec Williams est signé, je pense qu'on n'est plus qu'à attendre l'officialisation de l'arrivée d'Antonelli chez Mercedes en Formule 1 pour l'année prochaine. Chez Red Bull, je ne pense pas, et honnêtement, Joe Verstappen, Sainz aurait été beaucoup mieux que celui actuellement entre Verstappen et Perez, mais je ne pense pas que Red Bull veuille de Carlos Sainz. Est-ce que c'est à cause des parents des pilotes, à cause de ce qui s'est apparemment passé chez Toro Rosso? Ou pour autre chose, je ne sais pas trop. Mais si Sainz devait aller dans une de ces deux équipes, c'est 100% sûr que ça aurait été plus que 2 ans que Sainz aurait signé. Donc, moi, je pense que encore là, et ça revient avec tout ce qu'on a dit, un contrat 2025-2026 avec une équipe qui est au fond du peloton, mais qui est plus ambitieuse que Sauber avant de passer à Audi, et un Alpine qui a de la difficulté avec son moteur et à retenir le personnel. Je pense que c'est mieux ainsi. Marc-André? Complètement. Puis, tu sais, la situation actuelle dans les top teams, dans les meilleures équipes, sont pratiquement inexistantes. McLaren ne changera pas son duo de pilote avec Norris et Piastri, c'est impossible. Je pense que Charles Leclerc et Lewis Hamilton, c'est bon pour quand même quelques années, du moins jusqu'à temps que Lewis décide d'accrocher son casque. Par la suite, chez Red Bull, on s'entend que je pense, malgré tous les problèmes et tout ça, je pense que Verstappen va terminer son contrat chez Red Bull. Et là, l'autre pilote, là, c'est là qu'on se questionne. Mais s'il avait dû avoir quelque chose avec Carlos Sainz, ça aurait été fait. Visiblement, Sainz et Red Bull se sont séparés au départ de Carlos Sainz chez Renault. Si ma mémoire est bonne, vous me reprendrez si j'ai faute. Ouais. Mais je pense qu'il a, en tant que tel, creusé sa tombe pour une future collaboration avec Red Bull. Est-ce qu'il y a eu des tensions ou tout ça? Peut-être. On n'est pas dans les garages pour le savoir, mais forcé d'admettre quand même que ça aurait été fait s'il y avait dû avoir un changement. Une annonce aurait pu être faite par Red Bull si on avait voulu s'en aller sur ce côté. Donc, la porte est fermée. En ce moment, Russell est très bien chez Mercedes. Là, ça va dépendre du deuxième pilote, mais comme tu l'as dit, je pense qu'Antonelli est le candidat choisi par Mercedes. Donc, c'est plate pour Carlos Sainz, mais c'était un petit peu le petit rejeton où on ne sait pas trop comment le mettre. Il le mérite quand même d'être dans une top teams, mais en même temps, il n'a pas toujours été à la hauteur. Donc, j'ai hâte de voir. Mais
qui est hyper important chez Carlos Sainz, premièrement, selon moi, c'est d'arriver chez Williams et prendre le dessus sur Albon, parce que sinon, sa carrière pourrait prendre une autre tournure. Et puis, comme tu l'as mentionné aussi, quand Carlos Sainz a quitté les écuries, là, il va quitter Ferrari. Les voitures sont relativement meilleures quand il quitte une écurie. Je veux dire, là, Ferrari, bon, honnêtement, c'est un peu une déception parce qu'il y avait il y a eu de bons progrès qui se sont faits. Mais, quand même, entre le moment où Carlos Sainz est arrivé chez Ferrari en 2021 et cette année, il y a eu du progrès malgré quelques onces. Ensuite, chez McLaren, l'équipe s'est quand même battue pour des gros points et il avait même inscrit un podium malheureusement dans l'ombre. Avec Renault, il avait fait de bonnes performances et même avec Toro Rosso, même si le point focal était Max Verstappen avant que ce dernier ne parte pour Red Bull. Alors, effectivement, ça donne des raisons de croire à Williams que si jamais Sainz décide de quitter l'écurie lorsque son contrat sera terminé avec l'équipe de Grove, qu'elle sera dans une meilleure position qu'en 2025. Alors, c'est une signature gagnante dans les deux côtés et en plus, ça va amener beaucoup plus de leadership dans cette équipe. Oui, Alex Albon en a dans son équipe, en a à l'intérieur de lui, surtout dans la manière dont il travaille, dont le personnel l'apprécie chez Williams, mais avec un Carlos Sainz qui a du vécu, qui a gagné des grands prix, ça va amener une coche plus haute de confiance dans cette équipe qui veut justement sortir des bas-fonds du peloton. Anna Maria, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, petite chose. Donc, juste pour remarquer, comme tu l'as dit, que Sainz, à chaque fois qu'il part d'une écurie, l'auto est quand même correct. Je pense que dans ce sens, il était quand même pas malchanceux dans son choix, mais malchanceux dans les moments que son contrat expire, parce qu'il se retrouve chez Renault dans le fait que ce n'est pas que Red Bull le mit dehors, c'est juste que lui voulait essayer autre chose et même il est resté quand même 12 années attaché à Red Bull pendant que lui était à Renault avant de le laisser aller chez McLaren. Et à McLaren, il arrive la même chose. Il arrive chez McLaren, c'est parce que Piastri s'en vient, il y a Norris et lui, il se retrouve dans une situation où son contrat expire à Ferrari. C'était une très, très, très bonne chose, mais encore, c'est son meilleur moment chez Ferrari. Ça performe, ça gagne des courses, ça va très bien, mais Ferrari voulait un champion. Ils vont passer des faits de Leclerc, c'est encore Sainz qui encaisse la paix, ça va très bien, l'équipe ça marche très bien. Même j'étais surpris pour Ferrari qui fait une petite annonce en disant lui il se va chez Williams, mais je pense qu'à la finale c'est gagnant-gagnant. J'espère que Williams ça va avancer et qu'il ne va pas rester là, pour que Sainz peut aussi avancer dans sa carrière et il ne reste pas coincé là. Ouais, parce qu'en même temps, Sainz va avoir 30 ans l'année prochaine aussi. Donc, c'est sûr que, évidemment, le fait de pouvoir aller dans des équipes de haut de peloton, de retourner dans des équipes de haut de peloton, ça va prendre un peu de temps, mais il est conscient de ça. Et puis, je pense que moi, j'ai très, très hâte de voir Williams avec un bon duo de pilotes, en espérant qu'il y ait une voiture un peu plus
un peu plus performante que ce qu'on a vu cette année. Parce que c'est vrai que ça a été c'est une légère déception comparée à l'année passée, mais l'avenir semble un peu plus rose chez Williams, du moins à court terme, et surtout avec James Hall qui a une vision beaucoup plus différente d'autres directeurs d'équipe, beaucoup plus avant-gardiste, et aussi aller chercher Pat Fry qui est un ingénieur expérimenté en Formule 1 et surtout d'avoir gardé Alex Albon dans leur équipe à très long terme. Donc, ça, au moins, ça donne de la joie à Williams. Sinon, s'il y a une autre équipe qui va avoir de la joie, c'est Haas, qui a signé qui a officialisé, en fait, avant le Grand Prix de Belgique, la signature d'Esteban Ocon avec l'équipe américaine pour plusieurs saisons. Même procédure qu'avec Carlos Sainz. Et je vais commencer avec Marc-André parce que j'ai tiré le bras pour qu'il vienne à l'épisode juste pour qu'on parle d'Esteban Ocon, ce qui n'est pas vrai en fait. Mais en un mot, que penses-tu de la signature d'Esteban Ocon chez Haas? Tanné. Oh boy! Wow, OK. Ah là là! OK. Tanné, je vais juste entendre Anna Maria et ensuite, j'ai besoin d'explications, Marc-André. Non, qu'est-ce que je pense de quoi? Mais je pense que pareil que comme... En un mot. Comme dans ce mot. Ouais. Bon choix. Bon choix. On va effacer l'espace. Ouais, bon choix. C'est un bon choix. Donc, Marc-André, bon, explique-toi. Je suis très curieux. Ben écoute, je pense que ça fait longtemps que je parle ici. Ça fait longtemps que je n'aime pas beaucoup Esteban Ocon. Je ne trouve pas qu'il apporte nécessairement quelque chose de positif pour une écurie. Souvent, il va mettre dans le trouble son écurie d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour rien là, que Alpine a décidé de se séparer. Oui, la relation avec Pierre Gasly, mais tout ça, mais Esteban Ocon était le chef d'orchestre de cette écurie. Il aurait dû être beaucoup plus en meilleure posture que Pierre Gasly, même si, bon, on s'entend tous que Pierre Gasly est meilleur, mais si vraiment Esteban Ocon était du talent que beaucoup de monde lui donne, il aurait pu se battre avec Gasly, il aurait évité les erreurs, il aurait tout fait pour être celui qui ressort le mieux et il n'a jamais réussi à le faire. Il a toujours rêvé à un poste chez Mercedes, il n'aurait jamais pu y atteindre parce qu'il n'a pas le talent et il n'a pas l'attitude non plus. Là, il s'en vient dans une écurie où il n'y a pas de structure, où c'est extrêmement difficile déjà à la base. Ils ont pu quand même contenir les frasques entre Hülkenberg et Magnussen. Ça, je leur donne. Mais de quelle manière maintenant tout ça va s'arrimer dans une écurie, comme je l'ai dit, où la structure n'est pas très bonne? Je pense que réellement pour contrôler les ardeurs d'un Esteban Ocon, ça prend une structure, ça prend une écurie solide et Haas ne peut pas tout simplement lui offrir ça. Donc, je ne cacherai pas que j'aurais aimé qu'on puisse passer à autre chose dans le cas de Esteban Ocon. Il va être encore là pour 2 ans, si ma mémoire est bonne. Et puis, on regardera là, pour la suite. Là. Ouais. Anna Maria? Mais je suis un peu, on dirait, partagée parce que je pense que oui, As n'avait pas une très bonne structure, mais après que Gunther Snyder y est parti, je pense que les choses se sont replacées. Ils ont pris au sérieux celui que maintenant est à la tête de l'équipe. Je pense que depuis ça marche quand même très bien versus l'année passée ou versus quand il était juste l'écurie qui se veut à Netflix à se moquer de la Formule 1.
Et que maintenant, je pense qu'ils sont quand même dans meilleure position que James Haas. Il a finalement pris ça sérieux, qui vient aussi de faire encore des accords avec Ferrari pour continuer, et que ça change un peu la donne. Il y a vraiment qui s'en viennent, fait que, ou ils cherchent un pilote, pas un pilote. Quand même, ils n'ont pas cherché un pilote païen, parce qu'il faut le dire, Ocon, ce n'est pas un pilote païen, il n'y a pas l'argent. Fait que s'ils sont allés chercher Ocon, c'est parce qu'ils savent que, oui, il y a le goût. Il aime ça gagner, il aime ça être en avance, il est arrivé à la Formule 1. Je pense que le talent, il est là. Autre chose, c'est que, oui, comme n'importe quel pilote qui veut gagner, il s'entend pas très bien avec son coéquipier. Et en plus, je pense qu'il était mis dans une situation alpine que c'est pas lui le seul, c'est pas juste sa faute. Alpine l'a mis dans la position. On savait depuis toujours que Gasly Ocon, ça ne marche pas. Et on insistait à le faire quand même contre toute attente. Mais que maintenant, je pense que pour As, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Sinon, Hülkenberg est parti, vraiment ça bien, vraiment c'est les rookies. Il ne peut pas trop les aider à développer la voiture. Ou comme oui, on ne l'aime pas, si je dis tout le temps, on ne l'aime pas, on n'aime pas son caractère, mais il faut le dire, elle était à côté de Checo. Il a quand même performé, même s'il y a eu des problèmes, mais il a l'expérience. Et je pense qu'il peut amener quelque chose. Pas juste, oui, le monde dit, on est tanné de Ocon. Oui, tout le monde est tanné de Ocon, mais quand même, si l'équipe l'appelle, sinon, c'est quel est le choix pour As? Il ne reste pas grand-chose. Disons que selon les informations, Magnussen, il ne veut pas travailler dans le développement de la voiture. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu peux pas appeler, par exemple, Sargent à côté de Verma. Donc, et c'est ça aussi, c'est que c'est ça. Ocon vient, disons, adoucir la perte énorme de Nico Hülkenberg pour Audi. Parce que, oui. Et je l'ai dit depuis à maintes reprises cette année, Hülkenberg est vraiment la meilleure signature que Haas a eue dans leur histoire. Même, je dirais même avant même Romain Grosjean dans cet aspect, parce que oui, Haas a quand même débuté avec Grosjean et les efforts ont été instantanés dès le début, mais je trouve qu'avec Hülkenberg, cette équipe a su mieux se restructurer. Et le départ de Gunther Steiner aussi en est pour cause aussi. Donc, l'arrivée d'Esteban Ocon en 2025, pour moi, prouve que l'équipe a un plan plus solide qu'on le pense. Et en plus, avec un Oliver Bowman qui, comme je l'ai dit dans l'après-course, oui, il a connu un premier Grand Prix en Arabie Saoudite. Au-delà des attentes, pour le peu de roulage qu'il a eu dans une fin de semaine de Grand Prix au volant d'une Formule 1, et encore, la saison de Formule 2 actuellement, elle est assez atypique. Donc, c'est un peu difficile de jauger s'il fait une bonne saison ou pas, mais quand même, c'est ce qui est quand même suffisant pour Haas de lui donner le volant pour 2025, pardon. Donc, avoir un pilote expérimenté en Esteban Ocon, en plus d'être un vainqueur de Grand Prix, il est le premier vainqueur de Grand Prix à rouler pour Haas, c'est une addition solide. Donc, je comprends que aussi, il y a cet aspect d'avoir eu des clashs avec ses coéquipiers. Pierre Gasly, Fernando Alonso, Checo Pérez.
Mais au-delà de ça, je trouve que Ocon est traité injustement aussi. Cela étant dit, ce qu'il a fait à Monaco, c'était pas très brillant. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais je trouve que Ocon, dans ses beaux jours, il est capable d'être un pilote assez solide. Certes, un petit peu inconstant. À certains moments, quand il était constant, je l'appelais Esteban Oconstant. Mais ça reste que, pour moi, c'est une excellente signature pour Haas et ça montre aussi que l'équipe, on est tellement loin du compte d'avoir deux pilotes recrues dans la même équipe dans une saison qui ne voulait finalement pas dire grand-chose alors qu'on voulait préparer 2022. Et un pilote en Kevin Magnussen qui a eu ses éclats, mais je pense qu'on a vu, on a vu ses limites. On a vu ce que Magnussen est capable de donner. Oui, il a été, entre guillemets, un joueur d'équipe pour, lorsqu'il a eu ses pénalités, disons, jouer au train pour permettre à Nico Hülkenberg d'aller chercher des points. Mais là, avec un duo Berman et Ocon, si la voiture est aussi bonne que celle qu'on a vue cette année, avec le talent de ces pilotes, je pense que Ayo Komatsu va pouvoir sourire à grandes dents en 2025 sur plusieurs Grands Prix. Donc, moi, c'est pour ça que je vois la signature d'Ocon comme étant très bonne. Je trouve qu'il est injustement traité. Certes, les clashs avec ses coéquipiers ne l'ont pas aidé, et aussi celui avec Max Verstappen au Grand Prix du Brésil 2018. Soyons honnêtes, ça ne l'a carrément pas aidé. Mais je trouve que il va être une belle addition pour Haas, qui a vraiment besoin de se solidifier parce que on parlait justement de Williams qui veut revenir un peu plus haut. Haas va devoir regarder en arrière assez solidement parce que ça se peut que l'année prochaine, les batailles soient justement contre le duo Albon-Sainz. Est-ce que vous voulez ajouter un truc? J'ai deux petites choses à ajouter, mais dans les gars qui ont dit, oui, des fois, Ocon il est très très mal perçu, mais en même temps, il n'y a pas eu de coéquipier facile. Quand tu as dit, il a tenu, même si tu dis, mais Alonso, oui, Alonso, c'est pas un client facile. Et en plus, tu le mets avec Gasly, c'est pas un client facile. Après, il était avec Checo Pérez, qui ne plus c'était un client facile, surtout dans la position que Checo était quand il était chez Force India, qui était lui comme le boss. Fait qu'il a quand même réussi à tenir la tête face à des coéquipiers très très difficiles aussi. Et en plus, on dit non, mais il fait des fois des choix pas très sages, mais en même temps, regarde, maintenant, Magnussen, on a oublié, mais lui, il est encore à 2 points avoir la pénalité dans les points pour la superlicence et on ne doit pas oublier ça. Et Gasly aussi s'est retrouvé dans la même situation avant de ménager chez Alpine. Et je dis, Ocon, oui, il y a eu des pénalités, il y a eu des problèmes avec ses coéquipiers, mais il n'était jamais coincé dans une situation assez difficile d'être à 2 points de perdre un Grand Prix, comme il était, même Grosjean qui a perdu un Grand Prix aussi de pénalités. Ok, je dis oui, c'est difficile, ça peut être mal perçu, mais en même temps, c'est un pilote qui est capable de faire des choses. Oui. Et justement, parlant de ça, il y a aussi ce potentiel de tension. Puis je vais passer la parole à Marc-André. C'est que on a un pilote solide en Esteban Ocon, mais une recrue prodigieuse, pas prodigieuse, mais talentueuse en Oliver Bowman. Alors,
il y a ce potentiel de tension entre un pilote solide qui n'a pas peur de donner du coup en piste et un pilote en Oliver Bowman qui veut prouver que, surtout à Ferrari, parce qu'il est un pilote de l'Académie Ferrari, que potentiellement, ça va être lui qui va se retrouver dans la voiture rouge écarlate, Marc-André. Ben, tu vois, je pense que c'est également cette confrontation potentiellement explosive qui me fait peur dans le cas de Ocon. Soyons honnêtes, Ocon doit être le papa de cette écurie-là. Ocon doit être celui qui se dit « OK, regarde, je suis plus mature que mon coéquipier. Je suis probablement, je vais le dire en guillemets, le plus intelligent en piste. » Il doit être celui sur lequel Beerman s'inspire. Et pour moi, ce n'est pas un pilote sur lequel Beerman peut réellement s'inspirer. Après coup, on verra ce qui va se passer. Moi, je suis vraiment pas certain que ça y est une signature qui va avantager Haas. Même, je suis vraiment, vraiment pas certain. À lui de me prouver que j'ai tort. Je vois pas comment cette confrontation-là peut bien terminer quand même. Parce que si Beerman réussit à prendre l'avantage rapidement, il va avoir une certaine confrontation qui va s'installer. Il va avoir une frustration également chez Ocon qui va s'installer. Et là, on ne sait jamais comment ça va durer. Ça va se tourner. Peut-être que certains vont me trouver très dur, puis je leur donne. Je pense que je suis très dur avec Ocon. Mais il m'a pas réellement prouvé dans les dernières années que je pouvais lui faire confiance. Donc, on verra ce qu'il va réussir à faire. Mais je pense que ça va être des moments pas nécessairement positifs là, pour Ocon chez Haas. Ouais, et juste pour terminer aussi, il y en a plusieurs qui font la remarque aussi. Est-ce que si c'est le cas, est-ce on serait pas, on pourrait peut-être ne pas revoir, et c'est une question rhétorique que je pose, on pourrait revoir le duo Perez-Ocon de Force India 2017, mais en 2014. Donc, ça aussi, ça pourrait être une chose, mais évidemment, tout ça, c'est à suivre parce que moi, je pense que sur papier, non seulement ça va être un duo de très grands pilotes, littéralement, au niveau de la taille, mais ça va être un duo de pilotes qui va être assez dynamique. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Ceci était le dernier épisode avant les grandes vacances. Donc, nous allons revenir, j'ai déjà oublié la date, mais le dimanche 25 août, dans le cadre de l'émission d'après-course du Grand Prix des Pays-Bas. Donc, est-ce qu'on aura un nouveau vainqueur ou ce sera Max Verstappen qui gagnera encore devant ses partisans? C'est à suivre. Mais on en reparlera dans l'épisode d'après-course du Bulletin GP dans le cadre du Grand Prix des Pays-Bas. Cet épisode est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, donc Spotify, Apple Podcasts et n'importe où le Bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook, Instagram et Threads @le Bulletin GP et bientôt, Inch'Allah, sur Twitter @le Bulletin GP. Et on a aussi le groupe Facebook La Monoplace. Et surveillez dans les prochaines semaines, il y aura quelques articles que je vais écrire sur mon compte Substack. Celui de Toronto est terminé. Celui sur les dernières nouvelles aussi l'est. Puis aussi dans quelques semaines, il y aura une revue du jeu F1 Manager 2024 que j'ai acheté et j'ai hâte de vous donner mes impressions. Anna Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, deux. Merci à deux. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances de la Formule 1. Profitez des Jeux Olympiques, profitez du beau temps aussi. Donc, et moi aussi, je vais aller faire... Toi aussi, profitez des beaux temps. Oui. Je vais faire de même aussi. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve dans un mois. Allez, salut tout le monde. Salut à tous.